Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au comité scientifique pour cette invitation. Je suis honorée de venir au Biennale de Monaco pour parler du nouveau Graal. Alors, le nouveau Graal, donc, c'est un protocole d'inspiration pédiatrique pour traiter les leucémies aiguës lymphoblastiques. Voici mes liens d'intérêt. Alors, tout d'abord, la leucémie aiguë lymphoblastique, donc c'est un cancer liquide qui n'est pas seulement une pathologie de l'enfant. Vous voyez, dans plus de 50% des cas, il est vrai, on a une prévalence avant l'âge de 20 ans, mais on a aussi, au-delà de 20 ans et jusqu'aux âges très avancés de la vie, une incidence qui s'égrène comme ça, avec des prévalences qui sont moins importantes qu'à l'âge très pédiatrique, mais quand même, il va falloir trouver des traitements pour s'occuper de ces patients-là de plus de 20 ans. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la leucémie aiguë lymphoblastique, c'est pas la même quand on a moins de 15 ans. Vous voyez, sur ce premier diagramme en bâton, c'est les différents sous-types de leucémie aiguë. Vous voyez, il y a beaucoup de bleu quand on a moins de 15 ans. Ça, c'est des sous-types qui sont très chimiosensibles. Et puis après, au-delà, quand on avance dans les années et quand on est même aux alentours de 40 ans, 55 ans, on a beaucoup moins de sous-types bleus et on a beaucoup plus de sous-types rouges qui sont des leucémies aiguës lymphoblastiques plutôt chimiorésistantes avec des chromosomes qu'on appelle le chromosome de Philadelphie, qui est la translocation 922, ou même des réarrangements du gène KMT2A, là en orange. Donc vous voyez, ça s'appelle leucémie aiguë lymphoblastique, mais c'est pas tout à fait la même maladie sur le plan biologique quand on est enfant, quand on est adulte. Et donc du coup, il a fallu que nous, médecins hématologues adultes, on s'améliore pour traiter nos patients. Donc là, je vais vous raconter une histoire, essayer de décliner comment on est arrivé maintenant en 2026 à notre protocole de traitement actuel. Et si on zoome un peu dans le passé, ça c'était la préhistoire. La préhistoire, c'est avant les années 2000, le protocole de traitement des sujets de plus de 18 ans, donc des sujets adultes qui avaient une leucémie aiguë lymphoblastique B ou T d'ailleurs. La survie globale était de 33%. Vous voyez, c'était une survie, combien de patients survivent à 5 ans? 33%, avec une courbe qui se casse la margoulette très très vite dans les premières années. Donc beaucoup de décès de patients et finalement une courbe qu'il a fallu améliorer. Ça, c'était la préhistoire. Et la préhistoire, c'est aussi cette constatation-là de se dire que des patients entre 15 et 20 ans, en France, ils pouvaient être traités soit dans des protocoles d'adultes, donc ce qu'on appelait le LALA, soit le protocole des enfants. C'était le protocole FRAL. Et vous voyez que pour des mêmes patients dans des villes différentes, ils pouvaient être traités à la mode pédiatrique où la survie était de 67% à 5 ans, ou alors dans d'autres villes pouvaient être traités dans des protocoles adultes où là la survie était de 41%. Donc vous voyez une constatation assez franche de se dire mais là il y a quand même quelque chose à aller voir du côté des pédiatres pour essayer d'améliorer nos protocoles. Et c'est ce que j'ai appelé la révolution. Après la préhistoire, on fait un grand bond, on arrive à la révolution, où on s'est mis à faire, nous les hématologues adultes, des régimes de chimiothérapie d'inspiration pédiatrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'inspiration pédiatrique? Eh bien à gauche ici, vous avez le protocole des adultes, le vieux protocole où la survie globale, je vous ai montré, n'était pas très bonne, c'était le LALA. Et puis à droite, vous avez le protocole pédiatrique. Et au milieu est né un protocole hybride qu'on a appelé le Graal. Le Graal 2003, c'est la première version, donc il y a plus de 20 ans, la première version de ce protocole d'inspiration pédiatrique. Qu'est-ce que ça veut dire faire un protocole d'inspiration pédiatrique? Ça veut dire utiliser des drogues moins myélosuppressives. Les pédiatres utilisent plus, comme vous voyez ici, de PDN. PDN, c'est prednisone. Utilisent plus de vincristine, utilisent beaucoup plus d'asparaginase. Donc utiliser des drogues moins toxiques pour la moelle osseuse, mais faire des protocoles d'inspiration pédiatrique, c'est aussi s'inspirer de la philosophie des pédiatres, c'est-à-dire taper quand même assez fort, si je puis dire, en faisant de la dose-intensité, c'est-à-dire des chimiothérapies rapprochées. Remettre plus tard, un peu plus tard dans la séquence, à nouveau une intensification retardée, je vous montrerai ce que ça veut dire. Et puis, faire un traitement d'entretien et au final, ne pas oublier dans la leucémie aiguë lymphoblastique le compartiment du système nerveux central qui est un sanctuaire et qui nécessite de faire des chimiothérapies intratécales.
Donc ce régime d'inspiration pédiatrique, ce groupe GRAL, vous voyez, c'est toute une association de 60 centres en France, de 10 centres en Belgique et de 10 centres en Suisse. Donc on est 80 actuellement dans le GRAL à ouvrir le protocole et à traiter les patients dans le protocole. Et je sais que dans le monde, il y a aussi beaucoup de pays qui traitent selon ce protocole GRAL. Donc je vous ai montré le GRAL 2003. Alors, quand on fait du protocole d'inspiration pédiatrique, on sait que l'asparaginase est une chimiothérapie importante. Pourquoi? C'est une enzyme, l'asparaginase, qui détruit l'asparagine. Or, l'asparagine, c'est un carburant pour les cellules leucémiques. Donc, c'est important de détruire cette asparagine et d'affamer la cellule leucémique. Vous voyez, en 99, déjà, on s'était aperçu que les enfants qui n'avaient pas d'asparaginase, c'est la courbe noire pleine, mouraient beaucoup plus que les patients qui avaient de l'asparaginase, qui est la courbe pointillée. Ça, c'était vrai en 99, c'est vrai en 2021, où on voit que les patients qui avaient de l'asparaginase en moins grande quantité, ils rechutent plus. Vous voyez, c'est la courbe bleue, ils rechutent plus quand ils ont moins d'asparaginase que ceux qui ont toutes leurs doses en vert. Et c'est encore vrai là dans le protocole GRAL 2014 qu'on est en train de publier où on voit que le nombre de doses d'asparaginase, s'il n'est pas respecté pour X ou Y raison, est un facteur de risque d'échec de traitement, d'échec d'induction. Donc, faire des protocoles d'inspiration pédiatrique, ne pas oublier d'utiliser l'asparaginase, et puis un point très important dans la leucémie aiguë lymphoblastique, c'est la maladie résiduelle, ce qu'on appelle MRD, ou Measurable Residual Disease. Vous voyez, on peut imaginer la leucémie aiguë lymphoblastique comme un iceberg où au début du traitement, l'objectif est d'enlever toute la partie à l'extérieur de l'eau. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, c'est d'essayer de casser toutes ces couches de glace et de descendre en puissance, on va dire, de rémission. Donc le myélogramme, l'œil du cytologiste nous dit jusqu'à 1%, s'il reste encore en dessous, jusqu'à 1% de cellules malades. Ensuite, on va avoir de la cytométrie en flux qui va nous aider à savoir s'il reste des cellules malades. Et puis ensuite, c'est toute la puissance de la biologie moléculaire qui descend jusqu'à 0,001%. Donc ça, on sait qu'on ne peut pas traiter une leucémie aiguë lymphoblastique correctement si on n'a pas ces données de maladies résiduelles très important au début, au diagnostic, déjà envoyer du matériel au laboratoire de biologie moléculaire et puis tout au long du parcours du traitement. Pourquoi c'est important la maladie résiduelle? Et ça, on l'a montré assez vite, vous voyez, des patients qui ont une maladie résiduelle encore positive, c'est-à-dire beaucoup de cellules encore présentes dans le myélogramme à la fin de la première étape de traitement, et ces patients-là, qui sont en courbe noire, s'ils ne sont pas allogreffés, ils restent dans la courbe noire, et s'ils sont allogreffés, s'ils ont une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, ces patients, ils ont une survie sans rechute qui est doublée. Donc, c'est-à-dire qu'avec la maladie résiduelle, on arrive à sélectionner des patients qui vont bénéficier de l'allogreffe. S'il me reste beaucoup de maladies résiduelles à la fin de mon traitement d'induction, il faut allogreffer le patient. A contrario, les patients qui n'ont pas beaucoup de maladies résiduelles, c'est-à-dire une maladie bien clairée, bien nettoyée à la fin de la première étape, vous voyez, c'est les courbes pointillées, qu'ils soient ou non greffés, ça ne change pas tellement leur survie. Donc cette maladie résiduelle importante. Et là encore, en pré-greffe, quand on veut faire de l'allogreffe, on sait que les patients doivent avoir une maladie résiduelle la plus faible possible pour avoir la meilleure survie possible, pour que la greffe puisse s'installer et pour que la greffe puisse, on va dire, garantir la meilleure survie possible aux patients. Donc voilà le backbone, donc le squelette entre guillemets de notre Graal. Donc c'était vrai pour le Graal 2003. Ensuite, il y a eu le Graal 2005. Ensuite, il y a eu le Graal 2014. Et maintenant, nous en sommes au Graal 2024. Donc à chaque fois, un protocole qui s'est affiné, amélioré d'année en année. Mais finalement, ce backbone reste le même depuis 20 ans. Donc quel est-il ce backbone? On part d'un myélogramme au diagnostic pour asseoir le diagnostic de leucémie aiguë lymphoblastique. C'est le point de départ, c'est la pierre angulaire. Et j'insiste beaucoup avec nos internes pour leur dire mais faites-nous un myélogramme de qualité parce que de là, on va pouvoir faire toute la carte d'identité de la leucémie et aussi on va pouvoir ensuite la suivre, cette leucémie en maladie résiduelle. Et d'ailleurs, cette maladie résiduelle, vous voyez, elle est là, elle est là, elle est là. Donc, elle égrène tout le parcours du patient et elle va nous permettre de prendre des décisions, comme je l'ai dit, sur est-ce que le patient va partir au moment du carrefour, est-ce que le patient va partir à l'allogreffe ou est-ce que le patient va continuer sa course. Donc, on commence ensuite par une préphase de corticoïdes, cortisone qui est déjà un très bon anti-leucémique, puis une induction.
Donc l'induction qui n'a pas changé finalement depuis le Graal 2003. Encore actuellement, on a une induction à 5 drogues avec de la vincristine, de l'asparaginase, de l'endoxan, des corticoïdes et des anthracyclines. Puis ensuite, on a des blocs, donc ce que j'appelle la dose intensité, faire des séquences de chimiothérapie ou d'immunothérapie, vous allez le voir, assez rapprochées, consolidation numéro 1, puis une consolidation numéro 2, et ensuite on va se retrouver à un carrefour où le patient va soit aller à l'allogreffe, si la maladie résiduelle était élevée au départ, soit alors il va ensuite continuer avec une intensification retardée, qui est la petite sœur jumelle de l'induction à 5 drogues. Ensuite, la consolidation numéro 3, la radiothérapie encéphalique et la maintenance. Vous voyez que c'est quand même assez lourd et que peut-être une des pistes, vous allez le voir au fur et à mesure, peut-être une des pistes, ce serait de pouvoir désescalader pour certains malades. Et vous vous rappelez de la première courbe que je vous ai montrée où la survie globale était de 33% à 5 ans. Eh bien, avec nos premières expériences du Graal, on a pu améliorer drastiquement la courbe de survie puisque la courbe de survie pour les patients entre 18, on va dire 18 et 34 ans, on est plutôt autour de 65% de survie globale à 5 ans. On a encore d'excellentes survies après, on va dire avant 55 ans. Et par contre, au-delà de 55 ans, on s'est aperçu que les protocoles d'inspiration pédiatrique étaient peut-être un petit peu trop toxiques. Vous voyez, c'est la courbe ici qui dégringole un peu plus vite. Et on s'est aperçu qu'il y avait un peu trop de toxicité. Donc, on peut s'inspirer des pédiatres, oui, mais jusqu'à un certain âge. Après, il faut faire attention à notre toxicité de chimio. Donc, on a vu la préhistoire, on a vu la révolution. Et puis maintenant, on en est aux temps modernes. Donc, les temps modernes, c'est l'arrivée des immunothérapies et les thérapies ciblées au sens large. Donc, on ne peut pas faire un topo sur la leucémie aiguë lymphoblastique B, sans parler de blinatumomab. Le blinatumomab qui est une immunothérapie, un bispécifique. C'est un anti-CD3, anti-CD19. Donc en fait, le blinatumomab est ici au milieu et il va, avec son bras droit, aller chercher une cellule de l'immunité du patient et avec son bras gauche, il va aller chercher une cellule tumorale et donc il va mettre bout à bout, permettre la cohabitation d'une cellule tumorale avec une cellule de l'immunité et permettre ainsi, grâce à la cellule de l'immunité, de détruire cette cellule tumorale. Et donc ce blinatumomab, c'est un des premiers bispécifiques qui est arrivé en hématologie, ça fait maintenant plus de 10 ans, et il a une place maintenant très importante dans le traitement. On a aussi le rituximab, qui est un anti-CD20, donc qui n'est pas un bispécifique, qui est un anticorps nu, qui va aller directement cibler le CD20. Et puis, on a aussi les inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont arrivés dans les années 2000. Ces inhibiteurs de tyrosine kinase qui vont aller cibler le chromosome Philadelphie notamment. Et donc, ces thérapies ciblées, ces immunothérapies, elles ont permis d'améliorer encore les traitements. Vous voyez, j'en reviens à mon blinatumomab, où pour les patients qui avaient donc quand on commence à utiliser un traitement, on l'utilise toujours au début chez des patients qui sont réfractaires ou en rechute. Là, c'était les premières expériences du blinatumomab. On voyait qu'il y avait une efficacité, mais on était sur une population de malades très chimio-résistants, très réfractaires. Ensuite, on a utilisé ce blinatumomab chez des patients un petit peu moins réfractaires, ceux qui avaient encore de la maladie résiduelle positive. Et on a vu, c'est la courbe rouge, que quand les patients répondent au blinatumomab, ils répondent vite et ils répondent profondément. Et puis maintenant, on a eu des nouvelles données pour dire que le blinatumomab, en fait, il faut le mettre à tout le monde. Il faut le mettre à tout le monde parce que quand on incorpore du blinatumomab dans les consolidations, quels que soient finalement les patients, mais surtout chez des patients qui vont bien, on se rend compte qu'on a une survie globale qui est de 85% à 3 ans. Donc vous voyez, vous vous rappelez du 33% au tout début de mes diapositives et petit à petit, en affinant comme ça les traitements et en incorporant l'immunothérapie, on peut aller sur de la survie globale qui frôle maintenant les 80-85%. Et c'est vrai aussi pour notre blinatumomab, ça c'est notre étude du Graal 2014, une étude donc française, suisse et belge, où on voit, vous voyez, c'est les patients qui sont en rouge, c'est des patients qui ont eu du blinatumomab et les patients en noir, les patients qui ont eu de la chimiothérapie. Et là encore, on confirme les données des Américains, où on voit que les survies sans maladie, les incidences cumulées de rechute et la survie globale est bien meilleure quand on met du blinatumomab que quand on n'en met pas. Donc, finalement, après tout ce que je vous ai montré, quels sont les prérequis pour bien traiter une LALB? Là, je parle sans chromosome de Philadelphie en 2026 et je parle chez l'adulte
En première ligne, on sait qu'il faut utiliser des protocoles d'inspiration pédiatrique. Encore, oui, il faut qu'on fasse attention aux plus de 45 ans, donc on a baissé un petit peu l'intensité de la chimiothérapie. Il faut qu'on utilise de la MRD. C'est important cette MRD pour stratifier, pour dire quel patient va à la greffe ou pas. Il faut bien sûr ne pas oublier du blinatumomab pour tout le monde désormais. Ne pas oublier aussi le rituximab pour les patients qui sont CD20+, donc c'est globalement un quart des patients. Et puis, quand les patients ont des anomalies qui se rapprochent du chromosome de Philadelphie, on peut utiliser des inhibiteurs de tyrosine kinase. Et au final, avec cette totale thérapie, quelle place désormais reste-t-il pour l'allogreffe? Et donc, c'est un peu toutes ces questions qu'on va poser dans le protocole actuel. Donc, il s'appelle Graal 2024, mais il a ouvert en 2025. Et je pense que les dernières ouvertures de centres, là, se sont faites à l'automne. Donc, on est sur les premières inclusions. Donc, c'est un protocole qui est ouvert pour les 18 jusqu'à 65 ans. Donc, LALB en première ligne. Et vous voyez, donc je vais le détailler rapidement, on a une induction au départ en gris, puis une induction, la fameuse induction, la même à 5 drogues qu'on utilise depuis le début. Et puis petit à petit, ensuite, une consolidation, là, bleue, orange et verte, avec le blinatumomab pour tout le monde. On ne se passe plus d'immunothérapie. On fait une maladie résiduelle au point numéro 1 et une maladie résiduelle au point numéro 2. Et avec ces informations, on va classer les patients en 3 groupes. Soit les patients qui vont très bien, qui ont une maladie résiduelle qui est bien éteinte à la fin de l'induction, et qui vont continuer leur course, vous voyez, avec un programme de chimio-immunothérapie. Soit alors des patients, à contrario, au sommet, qui vont plutôt pas très bien et qui, eux, vont bénéficier d'allogreffe. Il va falloir les amener à l'allogreffe avec une maladie résiduelle la plus possible éteinte. Et puis au milieu, des patients qui ont une maladie résiduelle en fin d'induction encore élevée, mais qu'on a pu négativer après l'immunothérapie. Donc c'est important d'avoir ce point numéro 1 et ce point numéro 2 pour voir si le blinatumomab du milieu a pu permettre de réduire cette maladie résiduelle. Et ces patients-là, ils vont pouvoir être randomisés. Randomisés, donc c'est l'ordinateur qui tire au sort, entre des patients qui vont aller à l'allogreffe et des patients qui ne vont pas aller à l'allogreffe. Et ça, c'est un peu une question novatrice parce que jusque-là, les patients high risk, on les allogreffait. Mais maintenant, à l'heure de l'immunothérapie pour tout le monde, est-ce qu'il faut encore allogreffer ces patients? Et c'est pour ça qu'ils vont être randomisés pour qu'on puisse avoir la réponse à cette question. Et pour finir, après, une fois qu'on a vu toutes ces étapes, quel pourrait être le futur? On va avoir l'arrivée du blinatumomab sous-cutané, qui s'appelle blinatumomab aussi, mais qui a l'air d'être un médicament un peu différent dans son efficacité et aussi dans sa toxicité. Il faudra qu'on compose, mais comme depuis toujours avec nos biologistes qui ont, eux, des plateformes maintenant de whole genome et de whole exome et qui permettent des avancées, des avancées dans la caractérisation des leucémies et peut-être des cibles thérapeutiques. Peut-être qu'on pourra désescalader la chimiothérapie pour certains sous-types oncogénétiques. On n'a peut-être pas besoin de faire des séquences aussi longues pour des patients. Certes, il y en a peu. Je vous ai montré au début que dans mon diagramme en bâton, qu'il y avait beaucoup de chimio-résistants dans les patients adultes, mais on peut avoir certains sous-types. On n'est peut-être pas obligé de mettre autant d'anthracycline, autant de consolidation. Et puis, on a cette place des carticelles qu'il faudra préciser et affiner parce que vous voyez le génie des carticelles ne cesse de s'expandre avec des carticelles. Le premier carticelle qui est arrivé dans la LALB, c'est le Tisacel. Puis ensuite, on a eu Brexucel. Puis maintenant, on a Obécel. Et puis, on a toute une panoplie de carticelles qui vont cibler maintenant 2 cibles. Il faut qu'on optimise la lymphodéplétion. Il faut qu'on améliore beaucoup de choses. Donc, on a tout un champ des carticelles encore à préciser. Et comment ces carticelles, plutôt pas en première ligne, mais peut-être pour certains patients qui sont réfractaires, peut-être les mettre plus rapidement en place. J'en viens à ma dernière diapositive. Si on veut traiter correctement une LAL en première ligne, et d'ailleurs pas qu'en première ligne, la base, c'est déjà de faire la carte d'identité et de préciser le sous-type oncogénétique. Ensuite, c'est notre protocole inspiré de la pédiatrie, avec de l'asparaginase, avec des ponctions lombaires pour traiter les sanctuaires. C'est la place des thérapies innovantes, l'immunothérapie, les ITK. Et puis, c'est se poser la question maintenant de est-ce que l'allogreffe
Historiquement, on en faisait beaucoup. Maintenant, on diminue beaucoup nos indications. Mais à qui faut-il vraiment la réserver? Donc, c'est la question du protocole actuel. Et puis, ne pas oublier pour les plus de 45 ans qu'on est peut-être un petit peu trop toxique avec des chimios d'inspiration pédiatrique. Voilà, donc pour répondre à la question, un protocole, au début on demandait si le Graal c'était un protocole d'inspiration pédiatrique avec une touche adulte. Ben, peut-être que c'est maintenant un protocole adulte avec une touche pédiatrique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Marie. J'aime bien quand on inverse l'histoire. Euh, Est-ce que vous avez des questions? C'est la meilleure façon d'avoir une réponse la plus robuste scientifiquement et de mettre tout le monde d'accord. Parce que sinon, il y en a toujours qui vont dire ouais, mais lui, t'as pas greffé, t'aurais dû, gna gna. Si c'est l'ordinateur qui décide, au moins on répond de façon scientifique, quoi, je dirais. Comment? Ah mais oui, la randomisation est toujours ce qui est extrêmement compliqué. Alors, on peut le voir de deux façons sur la randomisation. On peut le voir sur le côté positif. C'est-à-dire que oui, en effet, il ne faut pas allogreffer les patients. Et donc, pourquoi dans le protocole, peut-être pendant 5 ans, on va continuer à allogreffer 50% des patients. On peut le voir aussi sur le fait que, en fait, on s'est trompé. Et en fait, il faut continuer à allogreffer les patients. Donc, ce qui serait dramatique, hein. Moi, je peux vous donner l'expérience. Alors, c'est pas dans la leucémie aiguë lymphoblastique, mais dans une autre maladie, alors qui n'est pas du tout une maladie pédiatrique, qui est une maladie du sujet âgé, qui s'appelle le syndrome myélodysplasique. Ça fait 10 ans où on a des molécules prometteuses, c'est-à-dire des molécules qui, en phase 1, montrent des résultats très très intéressants. On pense vraiment que ça va changer la donne. On traite beaucoup plus de patients en phase 2, molécules bien tolérées, avec des résultats très prometteuses, vu que c'est le mot qui est utilisé tout le temps, promising. En fait, on passe en étude de phase 3 randomisée. Et en fait, on est à peu près à 15 molécules qui n'ont pas montré de bénéfices en survie pour les patients. Et on a fait ces études de phase 3 randomisées avec le bras standard plus le traitement expérimental versus le bras standard plus un bras placebo. Et malheureusement, c'était négatif. Donc en gros, on aurait rajouté de la toxicité à nos patients parce que, comme l'a montré Marie, hein, c'est plus on rajoute de médicaments et plus potentiellement on rajoute des effets indésirables pour nos patients. Et donc, on aurait rajouté des effets indésirables à nos patients sans efficacité au final en termes de survie. Donc, c'est discutable, mais c'est la meilleure stratégie scientifique pour démontrer. On aimerait trouver autre chose, hein. Alors, peut-être que l'IA va nous aider. Non, mais réellement, peut-être que l'IA peut nous aider à éviter tous ces bras avec placebo dans le cadre des études. Ça peut être. Non, alors là, Non, c'était une façon, on va dire, vulgarisée pour expliquer la randomisation. voilà, non, c'est une façon vulgarisée, oui, voilà, parce que en fait, ça veut juste dire que dans le cadre de ces études, on dit qu'on est en double aveugle. Alors là, on n'est pas en double aveugle vu qu'on sait s'il y a l'allogreffe ou pas, bon, voilà. C'est pas le médecin qui décide. Mais c'est pas le médecin qui décide, voilà. Voilà. C'est pour pas engendrer un biais qui serait induit par la croyance du médecin qu'il y a un bras qui est supérieur à l'autre et où au final vous êtes traité à Lyon, il y a tout le monde qui est allogreffé, et vous êtes traité à Marseille, il y a personne qui est allogreffé parce que vous avez des croyances médicales en fonction de certains centres. Donc, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle une randomisation, donc c'est un tirage au sort et le tirage au sort est fait par l'ordinateur. Donc c'est une façon. Non, non, mais voilà. Alors,
Vas-y. Non, oui, non, mais oui, bien sûr. Le fait d'avoir des bras contrôle, en fait, c'est l'émergence, et c'est pour ça que l'IA peut probablement nous aider, c'est l'émergence qu'on appelle des bras synthétiques, hein. Voilà. Mais non, mais c'est des vrais bras, mais en fait, l'IA va vous générer des bras synthétiques à partir de vrais data aussi. Voilà. Mais oui, en tout cas, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui aujourd'hui est acceptée par les agences du médicament dans le cadre des tumeurs rares. Voilà, donc après, c'est toujours les discussions avec les agences. Aujourd'hui, le développement médicamenteux est fait de cette façon-là, avec la phase 1, la phase 2, la phase 3, qui est une phase 3 randomisée, voilà, plus ou moins versus placebo, mais en tout cas, il y a toujours une phase 3 randomisée où il y a un bras contrôle qui est le bras standard d'aujourd'hui. Ça demande à être modifié. La FDA est très ouverte au nouveau design, aux nouvelles stratégies de valider en fait des médicaments. L'Europe l'est beaucoup moins. Voilà. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant pour pas que à la fin on soit les dindons de la farce, parce que c'est ce qui se passe quand même assez souvent en France. Récemment, on a une étude française qui est positive, qui amène en fait à l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis parce que la FDA accepte le design et l'EMA le refuse. Donc, ce qui fait que c'est nous qui amenons un nouveau médicament qui révolutionne la prise en charge d'une maladie hématologique. Et au final, le médicament est disponible aux US et pas en Europe. Donc, je pense qu'il faut en effet qu'on arrive à travailler avec nos agences. La FDA est très ouverte là-dessus, sur les nouveaux designs, sur les discussions. La FDA accepte de discuter en amont des protocoles. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ils ont vraiment des cellules où on peut discuter avec eux. Et donc, ils nous disent, voilà, alors on peut penser à un nouveau design. Ils vous disent, bah non, votre nouveau design, on ne veut pas en entendre parler. Donc, on ne part pas dessus, bien sûr. Mais on peut l'amender, et s'ils vous disent ce design, on l'accepte, si l'étude à la fin est positive, ils vont pas revenir dessus. Donc ça veut dire que derrière, si réellement l'étude est positive, ils vont approuver le médicament. Le problème, c'est que l'EMA, les règles du jeu sont pas claires en fait. Voilà. Alors, si vous avez les règles du jeu de l'EMA, je les veux bien parce qu'elles ne sont pas écrites. Les règles du jeu de la FDA sont publiées, elles sont disponibles et on peut les avoir. Voilà, je pense qu'il y a quand même un peu plus de transparence, même si on est dans une période où on critique beaucoup les États-Unis. Mais en tout cas, les règles du développement médicamenteux aux États-Unis sont beaucoup plus transparentes, elles sont écrites, elles sont modifiées, elles sont mises à jour, et surtout, il y a cette possibilité de discussion. L'EMA est très standardisé, mais voilà. Ouais. Merci.